peut facilement délimiter. Le basique occipital. Alors, cet os, il va jouer un rôle très très important au niveau de l'orientation, de la direction, de la croissance mandibulaire, et ceci par l'intermédiaire du condyle. Parce que le condyle, il est là, il va apparaître à ce niveau-là, dans sa cavité bien sûr glénoïde. Et à chaque fois que la suture sphéno-occipitale va effectuer une action sur l'orientation du basique occipital, que ce soit vers le bas ou bien vers le haut, il va imprimer en quelque sorte une force qui va être contenue à la langue au cours de croissance, et ceci en agissant indirectement sur le condyle mandibulaire. Donc, si on a une tendance du basique occipital qui va s'orienter vers le bas, automatiquement, le condyle va descendre en bas et vers l'avant. Normalement, c'est ce qu'on doit chercher. Notre condyle doit effectuer à 60% ce type de croissance. Si on a ce type de croissance, la croissance mandibulaire sera favorable au, disons, rattrapage de l'overjet qui existe entre le maxillaire et la mandibule. Malheureusement, si cette croissance vers le bas et vers l'avant est très importante, qu'en est-il de la mandibule? La mandibule, malheureusement, va effectuer une croissance vers l'avant et on va obtenir une occlusion inversée antérieure. Donc, on va plutôt obtenir une classe 3. Contrairement, si mon basique occipital va effectuer une poussée vers le haut et vers l'arrière, automatiquement, ma croissance condylienne va s'effectuer vers le haut et vers l'arrière. Que va-t-il se passer? Au lieu que la mandibule rattrape son maxillaire, cette fois-ci, la mandibule va effectuer une rétrusion. Et malheureusement, lorsqu'on est en rétrusion, on va avoir un décalage très important entre le maxillaire supérieur et la mandibule, et on va se retrouver dans la catégorie des classes 2. Là, ce sont les classes 2 qui vont prédominer, alors qu'à ce niveau-là, ce sont les classes 3 qu'on va obtenir. Donc c'est pour cela que nous devons étudier convenablement l'allure de la croissance de notre patient pour avoir une idée où on va. Est-ce qu'on a tendance à ce que notre patient va avoir une promandibulie, c'est-à-dire une mandibule qui va être trop en avant, qui va s'exprimer bien sûr par une classe 3, ou bien par une rétromandibulie qui va s'exprimer par une macro-occlusion de classe 2. Le temporal. Alors je vais vous épargner de toutes les structures du temporal et on va s'intéresser uniquement à la cavité glénoïde. À ce niveau-là, vous avez le tubercule zygomatique antérieur. Donc ça, c'est la cavité glénoïde dans laquelle va se loger notre condyle mandibulaire. Et les structures qu'on va étudier parfaitement, ce sont le conduit auditif externe. C'est le conduit auditif externe. Souvenez-vous tout à l'heure, le point que j'ai évoqué au niveau des structures métalliques verticales triangulaires qu'on appelle olive, je disais tout à l'heure qu'il y avait une structure métallique. Et justement,
cette structure métallique que vous allez voir, que vous pouvez voir ici, elle va correspondre exactement au conduit auditif externe. Bien sûr, on a besoin énormément de ce point, parce que ce point, on va l'appeler tout à l'heure le porion, au niveau céphalométrie, et c'est un point stratégique qui va déterminer le plan de Francfort qu'on va voir tout à l'heure. Donc, retenez seulement qu'au niveau du temporal, retenez uniquement la présence ou le repérage du conduit auditif externe. Il ne faut pas confondre le conduit auditif externe de l'interne. L'externe, il est plus bas par rapport à l'interne qui est ici, schématisé par le numéro 3. Donc 4, c'est le conduit auditif externe. Donc là, vous avez donc les structures mastoïdes, l'apophyse, le processus mastoïde, et puis le processus styloïde. Donc là, ce sont des éléments qui appartiennent au temporal. Ce n'est pas la peine de les dessiner et de les voir. Mais retenez uniquement la cavité glénoïde. Le sphénoïde. Bien sûr, cet os, il ne va pas apparaître tel que vous le connaissez au niveau des travaux pratiques d'anatomie. Donc, c'est ce bel os qui va apparaître avec ses grandes ailes, ses petites ailes, sa logette de l'hypophyse. Donc, il va apparaître au niveau structure radiologique comme ceci. Donc, il y a des absorptions, des réflexions, des absorptions tangentielles, ainsi de suite, que j'ai évoqué, mais quand même ici, le sphénoïde, il est juste à ce niveau-là. Vous avez ici la structure que j'ai évoquée, c'est la suture sphéno-occipitale. Et le basi-occipital, il est là. Il est là. Alors donc, vous allez schématiser la selle turcique, l'apophyse glénoïde antérieure, l'apophyse glénoïde postérieure, et là, vous pouvez repérer facilement le sinus sphénoïdal. Et là, c'est une image radioclaire. Regardez cette structure qui apparaît en forme de trait, qui est là. C'est notre autre que la face endocrânienne de la grande aile. Et comme je disais tout à l'heure, elle apparaît comme un trait. On ne va pas voir apparaître toute la structure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une absorption tangentielle des rayons X à ce niveau-là. Donc, juste une structure que je dois vous montrer aux alentours du sphénoïde. 12, c'est le foramen sphéno-palatin, et juste en avant, vous avez la fente ptérygomaxillaire. C'est cette fente-là, c'est cette forme en goutte. La fente ptérygomaxillaire, en quelque sorte, elle va délimiter la partie postérieure de notre maxillaire. On va voir son utilité tout à l'heure. Donc, mais retenez uniquement du sphénoïde, on va dessiner uniquement la selle turcique, l'apophyse glénoïde antérieure, postérieure et le corps du sphénoïde. Une chose très importante également à ce niveau-là, on va localiser tout à l'heure un point qu'on va appeler S, centre de la selle turcique. Cette structure est très importante pour localiser la base du crâne par rapport au maxillaire et par rapport à la mandibule. Pourquoi? Parce que c'est très bien que la base du crâne, c'est une structure stable qui va arrêter sa croissance vers l'âge de 5 ans, 6 ans. Donc, à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, il n'y a plus de croissance de la base du crâne. Et là, je vous rappelle que la base du crâne, elle est composée par l'occipital, sphénoïdal, ethmoïdal et frontal, toute cette partie-là, qui va être stable. Donc, c'est pour cela nous devons la localiser de façon parfaite. Pourquoi? C'est lorsqu'on va faire des superpositions, on peut étudier l'agrandissement ou la croissance de notre patient.
L'orbite. Alors l'orbite, elle va apparaître sous forme de traits. Là, on peut percevoir à ce niveau-là, que j'ai schématisé par la ligne 3, c'est le plafond de l'orbite. Également, le plancher de l'orbite, il est là, que j'ai schématisé par la ligne 2. Le rebord antérieur de l'orbite, c'est ça. Et ce que vous voyez en noir, vous pouvez me voir, voilà. L'œil, on peut le voir, hein, avec sa paupière supérieure, la paupière inférieure et le cornet. Là, il est visible. Ça veut dire que notre image, elle est de bon contraste. Donc, on va schématiser l'orbite, plafond et plancher de l'orbite. Alors, au niveau de ce plancher, nous allons localiser un point très important qu'on va appeler orbitaire, OR. Ce point orbitaire va se situer dans la partie la plus basse, la plus concave de notre orbite. Autrement dit, je vais le localiser à ce niveau-là, là où le curseur est stable. Donc, je vais repérer le point OR. Retenez convenablement le point OR qu'on a vu tout à l'heure, le point OR à ce niveau-là, le point porion au niveau du conduit auditif externe et le point S au niveau de la selle turcique. Voici le schéma de mon orbite, son rebord antérieur, son plafond et son plancher. Et là, vous avez le point le plus bas qu'on va appeler OR. Alors, pour détecter convenablement le plafond de l'orbite, vous allez vous référer à l'apophyse glénoïde antérieure. Et là, vous allez chercher une continuité partant du rebord antérieur de l'orbite. Vous allez chercher cette morphologie jusqu'à avoir une coïncidence avec l'apophyse glénoïde antérieure. Donc là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, vous avez plusieurs structures, plusieurs traits. Le trait de l'orbite, plafond, le trait ici de la paroi horizontale du frontal et finalement la lame criblée de l'étoïde qui est là. Donc absolument, il faut différencier convenablement ces trois lignes et on va voir comment les différencier. Pour détecter la première ligne, il faut partir, disons, du partie supérieure de la cavité orbitaire et vous allez suivre la continuité jusqu'à arriver à l'apophyse glénoïde. Voilà. Alors maintenant, on passe aux os propres du nez. Alors, les os propres du nez, ce sont des structures qu'on va voir apparaître comme une forme pyramidale, très pointue, comme son nom l'indique, l'épine nasale. Donc, les os propres du nez vont apparaître comme ceci, c'est un tissu cartilagineux, et on peut détecter à ce niveau-là une intersection entre os propre du nez, que je disais en forme pyramidale, épineuse, et la corticale externe du frontal. Alors ce point, jonction corticale externe frontale et os propre du nez, on va l'appeler nasion, qui existe au schéma ici 1. Le nasion, c'est une structure squelettique, très importante aussi. Voici son schéma. Vous avez ici la corticale verticale, et puis os propre du nez, tissu cartilagineux, et puis la jonction os propre du nez et corticale externe du frontal qui va nous donner la suture naso-frontale qu'on va appeler point N, nasion. L'ethmoïde. Alors, comme je vais évoquer tout à l'heure, nous avons localisé tout à l'heure le plafond de l'orbite, il est là, qui va s'interférer avec l'apophyse glénoïde antérieure, alors que l'ethmoïde, on va le repérer en partant par les os propres du nez.
Donc en partant par les os propres du nez, vous allez chercher une continuité. Autrement dit, vous allez chercher cette lame, cette ligne. Vous pouvez voir qu'effectivement, cette ligne, vous avez à ce niveau-là des cellules. Ce sont les cellules ethmoïdales. Donc, la lame criblée de l'ethmoïde, elle va partir comme ceci, jusqu'à avoir une jonction, une intersection au niveau du sphénoïde, au niveau de la corticale horizontale du frontal, et ça, ne serait-ce que la suture sphéno-ethmoïdo-frontale, qui est là. Voilà. C'est ça. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, à partir des os propres du nez, vous allez chercher cette continuité. C'est la lame criblée de l'ethmoïde qui va faire jonction avec le sphénoïde, l'ethmoïde bien sûr, et la corticale horizontale du frontal. Autrement dit, nous avons à ce niveau-là trois superpositions, trois lignes qui se superposent. Et nous devons les différencier. La ligne 1, plafond. La ligne 2, corticale horizontale interne du frontal. Et la ligne 3, la lame criblée de l'ethmoïde. Voilà. Alors cette partie-là, c'est la suture. Partie verticale, ici, c'est la structure sphéno-ethmoïdale. Alors qu'en haut, c'est la structure sphéno-ethmoïdo-frontale. Donc là, c'est uniquement cette partie-là, c'est la structure sphéno-ethmoïdale. Alors, on voit apparaître également, au niveau de l'ethmoïde, les cornets. Les cornets sont difficiles à détecter, mais là, ce n'est pas la peine vraiment de les détecter convenablement parce que pratiquement, ils ne servent à rien du point de vue céphalométrique. Mais voilà, vous pouvez voir le cornet supérieur, le cornet moyen, qui sont très difficiles à détecter. Le frontal. On arrive au frontal avec sa corticale verticale externe qui fait suite à la suture naso-frontale. Également, à ce niveau-là, vous avez la corticale verticale interne du frontal qui va se prolonger par la corticale horizontale interne du frontal, qui est là. Voilà. Alors, cette corticale, elle aussi, elle va effectuer une jonction à ce niveau-là. Donc, pour nous, l'essentiel, on va détecter la ligne 1, plafond de l'orbite. La ligne 2, celle-là, c'est la corticale horizontale du frontal, et la ligne 3, la lame criblée de l'ethmoïde. Voilà le complexe naso-sphéno-ethmoïdal. Ce sont les structures qu'on vient de voir, mais elles sont toutes maintenant superposées, en superposition. Voilà le schéma qui vous montre toutes ces structures, à savoir le sphénoïde, la suture sphéno-fronto-ethmoïdale. Celle-là, c'est la suture sphéno-ethmoïdale, la lame criblée de l'ethmoïde, la corticale horizontale du frontal. Il manque ici, au niveau du schéma, la paroi externe verticale. Donc, elle a disparu, mais il faudrait imaginer à ce niveau-là un trait. Alors, bien sûr, il manque ici uniquement la projection de notre orbite qu'on peut projeter à ce niveau-là, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, vous pouvez détecter par vos connaissances anatomiques de première année, deuxième année, vous pouvez donc localiser sans aucun problème toutes ces structures anatomo-radiologiques.
Le maxillaire supérieur, il va apparaître bien sûr par sa cavité sinusiale et surtout par son contexte osseux maxillaire. Ça, c'est le plafond du maxillaire avec la voûte palatine. Mais vous pouvez voir qu'effectivement, on peut délimiter facilement ce maxillaire au niveau de son épine nasale antérieure, mais malheureusement, au niveau de l'épine nasale postérieure, l'épine nasale postérieure, comme vous pouvez constater, n'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée par le germe de la dent de sagesse. Vous avez le germe de la dent de sagesse qui va cacher l'épine nasale postérieure. Pour remédier à cette problématique, quel est mon repère? Mon repère, c'est la fente ptérygomaxillaire qu'on a vue tout à l'heure. Donc, il suffit de faire le prolongement de la fente ptérygomaxillaire pour faire une projection orthogonale pour coïncider avec le plateau maxillaire. Et c'est ainsi qu'on va détecter à ce niveau-là, où le curseur est stable, l'épine nasale postérieure. Pourquoi? Parce que là, il y a le germe de dent sagesse qui va limiter. Donc, en repérant l'épine nasale postérieure et l'épine nasale antérieure qui est là, visible, on peut avoir une idée sur la taille du maxillaire. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que la radiographie qu'on doit obtenir, elle doit se rapprocher de la réalité. Parce que là, si on fait une mensuration fausse de notre maxillaire, on va partir sur un mauvais ou un faux diagnostic. Donc, au niveau maxillaire, on va dessiner les sinus, on va dessiner également l'alvéole de l'incisive centrale la plus vestibulée. Donc voilà, c'est l'incisive centrale la plus vestibulée. Donc on l'a schématisé. Également, au niveau postérieur, vous avez le voile du palais. Donc, si je vais faire un petit schéma, le schéma, donc vous avez ici l'os cortical du maxillaire. Et comme vous pouvez voir, c'est une morphologie un peu concave. Et justement, au niveau de la partie la plus déclive, c'est-à-dire la partie la plus reculée de cette concavité, on va localiser le point A. Le point A, c'est un point maxillaire qui va nous donner une idée sur la position du maxillaire par rapport toujours à la base du crâne. Si je vais faire mon schéma, je vais me rendre compte que mes procès alvéolaires maxillaires, ils sont là, la concavité dont je parle tout à l'heure. Et lorsque je dessine ma concavité de mon os alvéolaire, je vais repérer la partie la plus reculée. C'est-à-dire cette partie-là. C'est pas ici ou là. C'est ici, là où il y a une flèche. On va localiser le point A. C'est très important. Donc, à ce niveau-là, nous avons le point A, épinasal antérieur, épinasal postérieur, voile du palais. Et on trace bien sûr l'incisive centrale la plus vestibulée. Nous pouvons voir la fibromuqueuse palatine s'il y a un bon contraste de la téléradiographie. Donc on peut voir la fibromuqueuse. Et là, grâce à la téléradiographie, surtout on peut l'utiliser en implantologie, on peut avoir une idée sur l'épaisseur de la fibromuqueuse. Grâce à cette coupe coronale, on aura une idée sur le volume osseux de notre maxillaire et on peut voir si on peut poser un implant ou non en étudiant l'épaisseur. Et bien sûr, il faudrait en déduire l'épaisseur de la fibromuqueuse. Donc là, on peut savoir avec précision, sans passer par un scanner, le volume osseux. On peut le calculer parfaitement puisque c'est une image qui reflète la réalité sans agrandissement, sans déformation. La mandibule, bien sûr, on va la schématiser par le condyle qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la cavité clonoïde. Ensuite,
la branche verticale dans sa partie postérieure, l'angle goniaque. Vous avez la branche horizontale, la symphyse antérieure avec ses deux corticales internes et externes, et bien sûr la concavité de l'os alvéolaire de la mandibule, exactement à la manière du maxillaire. Aussi j'ai une cavité, et à ce niveau-là, je vais déterminer un point que je vais appeler B, qui va correspondre à la position de ma mandibule, toujours par rapport à la base du crâne. Mais également, le point B peut me localiser ma mandibule par rapport au maxillaire, et ceci par l'intermédiaire du point A. Nous pouvons voir le canal dentaire inférieur, l'échancrure sigmoïde, l'apophyse coronoïde et le rebord antérieur de la branche montante. Alors c'est une structure très importante pour étudier la croissance, et notamment au niveau de l'analyse céphalométrique d'études. On doit repérer parfaitement cette structure. Pourquoi? Parce que cette structure, elle va nous donner une idée sur la croissance, sur le processus de croissance, du point de vue allongement mandibulaire, et ceci par le phénomène de résorption. À ce niveau-là, ce sont des choses que vous avez vues au niveau du cours de la croissance, résorption osseuse à ce niveau-là, et puis apposition osseuse au niveau du menton et de l'angle goniaque. Et c'est ainsi que la mandibule va croître vers l'avant, va avancer vers l'avant grâce à ce processus de résorption de la branche antérieure de la mandibule, apposition à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas tout à l'heure, grâce à la qualité de croissance, grâce à l'orientation du condyle, donc suite à l'action de la suture sphéno-occipitale qui va pousser vers l'avant la mandibule ou bien la reculer. En poussant, je disais tout à l'heure, vous allez obtenir une occlusion inversée antérieure. Si jamais ma mandibule va reculer, je vais obtenir une classe 2 avec un overjet très important au niveau antérieur. Donc, ce schéma va être complété toujours par schématiser la dent de 6 ans inférieure, la dent de 6 ans supérieure, l'incisive centrale supérieure et l'incisive centrale inférieure. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de dessiner toutes les structures dentaires. Bien sûr, ce schéma, il est compliqué. Ce sont les structures que nous venons de voir, toutes mais superposées. C'est très compliqué. Bien sûr, lorsqu'on va faire notre analyse céphalométrique, on va se contenter uniquement des éléments utiles. On ne va pas tout dessiner. Vous allez voir tout à l'heure comment. Voici un schéma qui reflète les structures qu'on vient dessiner, mais cette fois-ci sur la téléradiographie. C'est vrai que c'est compliqué, le carrefour, la mandibule, le maxillaire, la base du crâne, l'os propre du nez, l'occipital, l'osioïde, le carrefour aérodigestif. Donc, ce sont des structures qu'on a évoquées, qu'on a vues tout à l'heure. Voyons maintenant les points qu'on va chercher au niveau du tracé céphalométrique. C'est le point S qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est facile à déterminer. C'est le centre de la cerce turcique. Ok? C'est simple. Le point porion, c'est celui du conduit auditif externe. Et là, pas de problème. On va le repérer grâce à l'olive, grâce à cette forme triangulaire en plastique dans lequel il y a une structure métallique qu'on va percevoir au niveau de notre conduit auditif externe, porion. Là, je passe, donc c'est pas là, donc là, on va le devoir, donc voilà, c'est cette structure-là qui est métallique qu'on peut voir, ces deux points. Voilà, vous pouvez voir les deux points. Bien sûr, ici, normalement, ils doivent coïncider. Peut-être il y a eu une petite déviation de mon patient et qui m'a donné 2 points de conduit auditif droit et gauche, ou bien, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a il n'y a pas de parfaite symétrie. Mais si je vais me référer à la mandibule, comme vous pouvez voir ici,
il n'y a pas de doublement. Donc, comme je disais tout à l'heure, jamais, on peut avoir une symétrie parfaite. Jamais. La symétrie parfaite n'existe chez aucun être humain. Le point nasien qu'on a évoqué tout à l'heure, donc jonction entre cortical externe du frontal et os proportionné, N. C'est la suture ici, naso-frontale. Le point OR, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le point le plus inférieur du rebord orbitaire, c'est la partie la plus basse, c'est pas ici, c'est pas là, c'est ici, la partie la plus basse. Alors, ces deux points qu'on vient de repérer, OR et porion, grâce à ces deux points, on va tracer